Bonjour à tous, bienvenue dans Politique et Écho. Donald Trump a fêté fin janvier le premier anniversaire de son retour à la Maison-Blanche et surtout vanté son premier bilan économique. Si la croissance reprend des couleurs et que les marchés ont enregistré des records, l'inflation persiste et le marché de l'emploi stagne, le président américain saura-t-il convaincre avant les élections de mi-mandat en novembre prochain? Pour en parler, nous recevons Gérald Olivier. Bonjour. Bonjour Pierre. Gérald Olivier, journaliste franco-américain, chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages. Vous étiez venu pour en parler. Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Sur la route de la Maison-Blanche ainsi que Kennedy, le temps de l'Amérique. On va commencer tout de suite avec vous, Gérald Olivier. Est-ce que vous pouvez nous dire si pour sa première année, le Trump du deuxième mandat a un meilleur bilan économique que le Trump du premier mandat? En fait, pour répondre à la question, il faut revenir en arrière et constater que le point de départ n'était pas le même. C'est-à-dire que dans son premier mandat, quand il arrive en 2017, Donald Trump hérite de l'économie Obama. Les États-Unis n'ont pas encore mis en place leur fameux Green New Deal, excusez-moi pour les mots anglais, mais la nouvelle donne verte, donc tout un programme de transition énergétique et écologique. Et l'Amérique ne va pas si mal que ça. Donc l'écart est moindre. Par contre, quand il arrive en 2025, il hérite de 4 années véritablement chaotiques. Quand il vous dit « nous avons hérité du chaos et nous avons transformé ça de manière formidable », c'est pas faux, c'est une façon un petit peu schématique et à sa manière de le décrire, mais c'est vrai que l'économie américaine pendant le mandat de Joe Biden, elle a été mise à mal par des politiques qui allaient à l'inverse de l'intérêt du pays, à l'inverse de la croissance, qui aggravaient le déficit, qui aggravaient l'inflation, qui rendaient le pouvoir d'achat des Américains plus faible de jour en jour, et qui véritablement n'étaient motivés que par des intérêts idéologiques à très long terme, justement la mise en place de cette fameuse nouvelle donne verte qui voulait une grande transition énergétique et faire de l'Amérique, le pays pôle ou le pays pionnier dans ce domaine. Le seul problème de ces énergies, et on pourra revenir en détail sur le sujet, c'est elles sont beaucoup moins productives et beaucoup moins efficaces que des énergies fossiles, et qu'à partir de là, elles posent des problèmes. Et quand il faut en plus les subventionner, vous faites augmenter le coût d'une matière première sans en augmenter le rendement, et vous rendez la vie plus difficile pour tout le monde. Donc Donald Trump a hérité d'un chaos, ça c'est vrai, on doit le dire, chaos à beaucoup de niveaux, chaos social avec la frontière, l'immigration sauvage, chaos économique avec des politique qui allait en dépit du bon sens. L'Amérique marchait un petit peu sur la tête. D'ailleurs, quand Donald Trump s'exprime, très souvent, il résume son action, c'est simplement le retour du bon sens. On sait comment faire marcher une machine économique aux États-Unis. C'est le cœur du pays. C'est ce qui a fait qu'ils sont devenus la première puissance mondiale et qu'au XXIe siècle, ils ont pris une avance considérable sur le reste du monde. Donc les Américains savent faire marcher une économie. Simplement, pour des raisons idéologiques, l'administration Biden ne voulait pas suivre les règles habituelles, elle a tout mis dans le désordre. À l'arrivée, on avait une forme de chaos, et Donald Trump est en train de remettre tout ça dans l'ordre. Alors après un an, les résultats ne sont pas encore tous là. Oui. Donc le bilan, il est au regard de ses promesses de campagne. Il est un petit peu. Écoutez, ses promesses de campagne, il a au moins eu le mérite de les mettre en pratique. Après, l'économie, c'est toujours quelque chose qui... Il faut lancer la machine. Voilà. Et puis les résultats, ils viennent pas forcément sur 3 mois, sur 6 mois, même sur un an. Et là, les réformes qui ont été mises en place au cours de l'année écoulée, elles auront pour moi des effets fondamentalement bénéfiques, très bénéfiques, dont on espère, en tout cas dont les républicains espèrent qu'ils seront, je dirais, on pourra les voir, les toucher, les sentir dès 2026. Parce que la grande question en vérité, c'est que Donald Trump fait un pari économique. Le pari économique, c'est de gagner les midterms, les élections intermédiaires début novembre prochain sur son bilan économique. Donc il doit avoir des résultats d'ici là. Les résultats commencent à prendre forme, mais pas totalement. Par contre, vu de là où il partait, les progrès sont sensibles. Le président Trump, vous l'avez tous regardé, est arrivé le 21 janvier au Forum économique de Davos pour vanter son bilan économique. Je le cite, « Nous avons hérité d'une situation chaotique et nous en avons fait une magnifique œuvre d'art ». Comme d'habitude, c'est du Trump dans le texte. Les États-Unis ont, contre toute attente, enregistré une croissance de 4,3% au troisième trimestre 2025. La Fed d'Atlanta prévoit même 5,3%
fois pour le 4e trimestre. Comment est-ce qu'on explique une telle croissance ? En fait, il y a plusieurs choses. La chose fondamentale, c'est la relance du marché de l'énergie. Et ça, c'est fondamental parce que l'énergie, c'est ce qui fait tourner une machine économique. La première chose que Donald Trump a fait, les 2 premières choses qu'il a fait, c'est de réouvrir à la fois l'exploration, l'exploitation et la production de pétrole et d'hydrocarbures aux États-Unis. Or, les États-Unis ont des réserves de gaz naturel, des réserves de pétrole qui sont énormes. C'est pas forcément les premières de la planète, mais elles sont considérables. Et l'administration Biden avait fermé la porte à cette production-là. À partir du moment où vous fermez la porte à cette production, vous déclenchez au passage, une pénurie, parce qu'il faut bien que le pétrole vienne de quelque part, on en a besoin, et 2, vous augmentez les coûts. Donc Donald Trump a stoppé tout ça, il a réouvert la machine économique sur le plan de la production d'énergie fossile. L'effet, il est double. C'est que, il y a une production d'énergie qui est là à disposition pour l'utiliser. 2, ça fait baisser les coûts. Et si vous regardez le prix de l'essence à la pompe aux États-Unis, il a baissé de 50% sur un an. Donc déjà, relancer cette chose-là, ça permet de relancer la machine économique. Il a fait une deuxième chose. Il en a fait plusieurs. Moi, je vais en donner 3 pour rester simple. La deuxième, c'est qu'il a éliminé un certain nombre de réglementations fédérales. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, comme l'Union européenne, vous avez des normes. Les États-Unis disposent d'un énorme volume qui s'appelle le Federal Register, dans lequel vous avez toutes les normes qui sont spécifiées. Et lorsqu'une entreprise veut se lancer, monter un marché, produire quelque chose, elle doit répondre à ces normes. Et en général, ces normes, ce sont des obstacles à l'initiative individuelle et à la créativité. Donald Trump a éliminé un nombre considérable de ces normes et il a empêché qu'on en crée de nouvelles, pour qu'on ne donne pas d'obstacles supplémentaires à la création d'entreprises. Ça aide considérablement l'économie. Et puis le 3e élément, on en reparlera peut-être en détail, ce sont les fameux tarifs douaniers. Alors justement, les tarifs douaniers, le président les a glorifiés lors de son passage à Davos. Il a même cité de nombreux groupes qui ont promis d'investir aux États-Unis. Est-ce qu'à l'heure actuelle, Gérald Olivier, on a une idée de ce que ces tarifs douaniers ont remporté, ont apporté au Trésor américain ? Alors vous avez une bataille des chiffres. D'accord, et je ne dis pas que les miens soient plus exacts que ceux d'autres. On parlait, et on en parlait vous et moi avant cette émission, 150 milliards de dollars, c'est un chiffre de base qui a été produit par le Conseil économique de la Maison-Blanche, je pense. Donald Trump parle de 200 milliards de dollars, parfois il dit même 300 milliards de dollars, mais l'intérêt n'est pas là. Et ce qu'il faut comprendre, et si moi j'avais un reproche à faire à l'administration Trump et à Donald Trump lui-même pour sa première année, c'est qu'il a très mal, c'est rare, mais il a très mal expliqué la finalité des tarifs. C'est-à-dire que lorsque vous parlez tarifs douaniers, tout le monde comprend protectionnisme. Le protectionnisme, ça tue le business. C'est très simple. Parce que les gens se disent, ça sert à rien que je produise, je ne pourrai pas vendre, même si mon produit est compétitif ou concurrentiel, à l'arrivée, il va être taxé, donc je ne pourrai pas m'en sortir, donc je n'agis pas. Il s'agissait d'un rééquilibrage de la balance commerciale. Il s'agit de plein de choses. Il s'agit d'un rééquilibrage des termes de l'échange avec un certain nombre de partenaires. Il faut bien comprendre que du point de vue américain, c'est toujours le marché américain qui a été le plus ouvert et toujours les marchés étrangers qui ont été fermés. Si vous prenez l'exemple de l'Union européenne, par exemple, les Européens vous disent « mais nous n'avons pas de droit de douane sur les produits américains ». Mais si, il y a la TVA. Quand vous voulez exporter quelque chose des États-Unis vers l'Europe, au moment où ça rentre en Europe, il y a 20% qui sont ajoutés au prix du produit. Ça s'appelle pas tarif douanier, mais c'est une taxe quand même. Et bien Donald Trump n'aimait pas cette taxe. Donc il a dit, vous me taxez à 20%, moi je vous taxe à 25%. Et puis on discute. Et puis à l'arrivée, on parvient à un accord où on s'aperçoit que le tarif, il est tombé à 15. Tout le monde y a gagné. Si vous regardez la Chine, c'est exactement la même chose. La Chine est une économie exportatrice. Elle veut vendre à tout le monde, mais elle ne laisse personne venir chez elle. Et elle ne laisse pas les produits étrangers entrer en concurrence, je dirais, difficile à être égal parce que les coûts du travail sont quand même beaucoup plus bas là-bas. Mais la Chine, si vous voulez y investir, vous ne pouvez pas venir tout seul. Vous devez faire une joint venture. Vous devez vous joindre à une compagnie chinoise à 49%, et en échange du droit de travailler et de produire en Chine, vous devez donner à cette compagnie tout votre savoir-faire technologique, et de manière à ce que la Chine derrière puisse vous rattraper. C'est un jeu où on est perdant-perdant quand on veut pratiquer ce jeu-là. Donc, l'une des finalités des tarifs, c'est de rééquilibrer les termes de l'échange. Ça, c'est une première chose. La seconde finalité, c'est qu'en effet, comme vous le disiez, un tarif douanier, c'est un revenu pour le Trésor.
Un produit rentre, il y a une taxe, elle est payée au Trésor américain, et au bout d'un an, on s'aperçoit qu'il y a 100, 150, 200 milliards de dollars qu'on n'avait pas en début d'année et qui sont là et qui appartiennent au budget et au Trésor fédéral et qui sont utiles. Et d'ailleurs, Donald Trump les a les a utilisés dans différentes situations récemment. Et puis il y a une troisième finalité qui est pour moi encore la plus importante, c'est de brandir la menace de tarifs suffisamment élevés pour que les compagnies étrangères comprennent que si elles veulent vendre aux États-Unis, elles doivent produire aux États-Unis. Et l'idée, c'est de faire venir les entreprises. Et ça fonctionne. Parce qu'une entreprise aux États-Unis, c'est de l'emploi pour les Américains. Et il n'y a aucun coût, rajouté au produit, puisqu'il est déjà produit sur place. Et Donald Trump même, dans certains domaines, notamment l'automobile, favorise l'achat de produits américains. Aux États-Unis, si vous voulez acheter une voiture, vous achetez une voiture étrangère, une Toyota, une BMW, une Mercedes, eh bien, vous payez le crédit à plein pot. Vous achetez une voiture de marque américaine, construite aux États-Unis, vous pouvez, c'est une semi-subvention. Ouais. Vous pouvez déduire les taux d'intérêt de votre crédit de vos impôts. Ça facilite quand même les choses et ça incite les gens à acheter américain. Et ce que Donald Trump veut, c'est favoriser l'industrie américaine. Donc les tarifs ont un rôle à jouer dans ce dessin-là. Simplement, les faits, on ne s'en rend pas compte immédiatement. Construire une usine, ça ne se fait pas en 24 heures. Il faut la localiser, la construire, la mettre en place. Par contre, sur le moyen et le long terme, l'effet ne peut être que positif. Alors certains observateurs pointent une décision de la Cour suprême actuellement en attente sur la légalité de ces droits de douane. Elle sera signe d'incertitude pour les entreprises. Est-ce qu'il y a un risque de voir l'administration fédérale rembourser aux importateurs les taxes déjà versées ? En tous les cas, il y a un dossier sur le bureau de la Cour suprême. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Constitution américaine, ce n'est pas le président qui peut décider d'imposer des tarifs douaniers, sauf en situation d'urgence. C'est le Congrès. Les cordons de la bourse aux États-Unis sont contrôlés par le Congrès. Donc vous voulez imposer des tarifs, il faut une loi qui est discutée au Congrès, à la Chambre, au Sénat, qui fait des allers-retours, qui est ensuite, signée et mise en pratique. Ça prend très très longtemps, et puis surtout, ça annule toute possibilité de négociation. Il faut comprendre que dans l'esprit de Donald Trump et dans la façon dont il procède, la menace d'un tarif, c'est d'abord un argument de négociation. Je vais vous taxer, les vins français menacés d'être taxés à 200% par Donald Trump parce que Macron s'oppose à ce que les États-Unis puissent annexer le Groenland. C'est une menace qui n'a débouché sur rien. Il n'y a pas de tarif à 200% sur les vins et les champagnes français, mais ça a été mis en avant par Donald Trump parce que c'est un élément de sa négociation pour convaincre les Européens d'écouter leurs arguments sur le Groenland. Et ça fonctionne. C'est ce qu'il avait expliqué dans son livre qu'il avait écrit il y a des années sur sa façon de faire du business, de taper très fort. Absolument, il faut taper très fort d'abord. Et en plus, il faut déstabiliser votre adversaire. Mais il faut toujours faire des menaces qui vont, 1, capturer l'attention, 2, déstabiliser, 3, mettre chez votre adversaire la réalisation, le doute. Ouais. Et puis l'idée que, si je me prends 200% de tarif, on s'en sortira jamais. Donc, il faut savoir aussi, bien entendu, avec Donald Trump, il faut savoir distinguer le discours de l'objectif. Il faut toujours garder ses yeux sur l'objectif et passer outre les outrances du discours. Donc, le problème avec la Cour suprême, si vous voulez, c'est qu'elle, elle est devant un cas constitutionnel où le président a imposé des tarifs sans forcément avoir l'autorité constitutionnelle pour le faire. La question, sans avoir l'aval du Congrès. Alors, il peut s'en passer. Si la Cour suprême décide que Donald Trump a agi en situation d'urgence, les tarifs sont maintenus. Si la Cour suprême décide que l'urgence n'était pas là, elle trouvera... C'est une interprétation qui va être faite par des juges à majorité conservateur à la Cour suprême. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont à la botte de Donald Trump. Ce sont des juges, ils sont indépendants, ils vont défendre leur indépendance. Et puis, c'est un sujet constitutionnel. Donc ça, c'est très très important. Si vous voulez, la séparation des pouvoirs, elle est fondamentale aux États-Unis. Donc il est probable qu'une majorité de juges, il s'en suffit de 5, sur 9, ils sont 9, donc 5 juges ensemble, les 3 femmes démocrates vont, à mon avis, invalider cette décision. Donc il reste 2 sur les 6 juges plus conservateurs, dont 3 nommés par Trump. Il suffit que 2 se rangent avec elle pour que les tarifs de Donald Trump soient invalidés. Alors, ce que Trump vous dit, parce que
cette décision, elle est attendue depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On sait que le dossier est sur le bureau des juges de la Cour suprême. L'administration vous dit qu'ils ont un plan B. Ils ont un moyen de maintenir ces tarifs, même si la Cour suprême invalide la méthode utilisée pour les imposer. Par contre, ce serait une décision qui serait inévitablement détrimentale à l'économie américaine, parce que ça va introduire une nouvelle incertitude. Et tout le problème des tarifs, dans un contexte purement économique, c'est l'incertitude. Les marchés, les producteurs... Ces juges auront une énorme pression sur les épaules. Ils ont une énorme pression sur les épaules, mais ça, c'est leur rôle. Ouais. Et moi, je fais confiance au système américain, je fais confiance à la Cour suprême. Je pense que ces tarifs vont être invalidés. Je peux me tromper. Voilà, j'ai pas de boule de cristal pour vous dire à l'avance ce qu'ils vont dire. Mais compte tenu du fond du dossier, il y a une probabilité pour qu'ils invalident ces tarifs, ou au moins la méthode utilisée. Et à partir de là, l'administration devra se retourner pour chercher à les maintenir. L'idée, c'est que Trump ne va pas dire, j'ai pas le droit d'imposer des tarifs, donc on change de politique. Non. La Cour suprême me refuse cette méthode, je vais en trouver une autre. Vous rentrez pas par la porte, vous rentrez par la fenêtre, mais l'idée c'est de rentrer. Et donc il va poursuivre sa politique par d'autres moyens. Vous expliquiez tout à l'heure, Gérald Olivier, la politique énergétique comme étant à l'origine de la bonne croissance américaine. On l'a vu, le président Trump a mis la main sur la production pétrolière du Venezuela après son coup de force contre Nicolás Maduro. Quels vont être les bénéfices de cette opération, à la fois pour son marché intérieur et contre son grand rival chinois, parce que c'est en partie pour cela qu'il y est allé. Bien entendu. Le bénéfice économique, il est pour moi moins important que les bénéfices stratégiques. Là, à travers ce coup de force, comme vous dites, cette capture de Nicolás Maduro et la reprise en main, parce qu'il y a une reprise en main en cours de la politique économique du Venezuela, et avec qui le Venezuela est en train de passer des deals, notamment dans le domaine du pétrole, il y a véritablement un moyen d'affaiblir la Chine, parce que la Chine dépend énormément du pétrole, elle produit très peu d'énergie elle-même, à part du charbon. Elle importe tout le pétrole qu'elle consomme, et elle l'importe souvent par des canaux qui sont des canaux semi-légaux. Et elle profite notamment, quand vous imposez des sanctions sur le pétrole vénézuélien, quand vous imposez des sanctions sur le pétrole russe, quand vous imposez des sanctions sur le pétrole iranien, d'une façon ou d'une autre, ce pétrole, il se retrouve en Chine et il est acheté à bas prix parce que ces pays-là font tout ce qu'ils peuvent pour récupérer les revenus dans la mesure de leurs moyens. Là, ils ont perdu un client. Ou un fournisseur. Un petit fournisseur, je crois. Le Venezuela, c'était 5%. Par rapport à la Chine, oui, l'Iran et la Russie étaient beaucoup plus importants. Mais ça compte quand même. Oui. Et puis, on le verra en dehors. C'est une porte fermée, déjà. C'est une porte fermée. Après, il y a une question, il y a un point à souligner, c'est que le type de pétrole produit au Venezuela, c'est du pétrole très lourd. Ouais. Et c'est du pétrole qui ressemble au pétrole canadien, c'est du pétrole qui ressemble au pétrole de Californie, du temps où la Californie en produisait encore. Et c'est un pétrole surtout qui, pendant très très longtemps, a été raffiné tout le long du Golfe. Anciennement le golfe du Mexique, aujourd'hui le golfe des Amériques, mais sur la côte sud des États-Unis, Louisiane, Texas, vous avez des raffineries qui sont capables de traiter ce produit et de le transformer en essence, en kérosène, en tout ce que vous voudrez. Et, pardon. Un pétrole beaucoup plus lourd que l'Iranien. Oui, et beaucoup plus difficile à manier. Je ne sais pas si vous auriez quelque chose à nous dire sur l'Iran, on verra tout à l'heure, mais continuez. Non, donc l'idée ici, c'est qu'on va rétablir des liens de coopération entre les États-Unis et le Venezuela, qui vont là bénéficier directement à l'industrie pétrolière et aux raffineries américaines. Après, pour récompense d'avoir débarrassé le Venezuela de Nicolás Maduro, le nouveau gouvernement a donné l'équivalent de 50 millions de barils aux États-Unis. C'est pas un argent qui va venir aux États-Unis, c'est un argent qui va être réutilisé et qui repartira vers le Venezuela, mais c'est déjà l'idée que sur le plan du pétrole, eh bien ces deux pays vont coopérer et que ce sera inévitablement bénéfique aux États-Unis. Pour le Trésor américain, évidemment. Un point sur l'inflation américaine, elle est restée globalement stable à 2,7% l'an dernier. Elle était à 2,9% fin 2024, donc plutôt
en baisse. La Fed de Jérôme Powell affiche un objectif de 2%, mais certains secteurs posent problème. On voit une inflation qui reste importante pour l'électricité, plus 6,7% entre décembre 24 et décembre 25. Et puis dans les magasins Walmart que vous devez connaître, Gérald Olivier, en tant que franco-américain, cette principale chaîne de distribution américaine, la hausse atteint 5% en moyenne, et puis la viande, très importante pour les Américains, 15%. Est-ce que le pouvoir d'achat des Américains est en souffrance ? Ah oui, il est en souffrance, mais il n'est malheureusement pas en souffrance à cause de Trump. Il est en souffrance à cause de l'administration qui est venue avant lui. Il faut comprendre, hein, souvenez-vous, 2020, lorsque, dernière année du premier mandat de Donald Trump, le Covid arrive. Et quand le Covid arrive, le réflexe des politiques américains, c'est le confinement. C'est d'arrêter l'économie, et puisqu'on va arrêter l'économie, c'est le gouvernement qui va venir au secours des citoyens en donnant des chèques aux entreprises pour compenser le fait que tout d'un coup, ils ne peuvent pas travailler. Et vous avez évidemment un argent que les Américains n'ont pas, un argent que le budget américain n'a pas, mais par contre une capacité qu'il a d'emprunter. Et si vous regardez 21, 20, 21, 22, il y a eu 3 ou 4 000 milliards de dollars qui ont été injectés dans l'économie américaine pour compenser le fait que tout d'un coup les gens n'avaient plus accès à leur travail et que les usines étaient fermées à cause du confinement et des choses comme ça. C'est cet argent-là qui a provoqué instantanément une inflation. Parce que quand vous avez trop d'argent à disposition et pas assez de biens, le coût des biens augmente. Il y a plus d'argent que ce sur quoi on peut le dépenser, inévitablement ça provoque de l'inflation. Et quand Donald Trump est arrivé, l'inflation était à 9. Elle avait commencé de baisser en 2024, mais elle était toujours très élevée. Ce que Donald Trump a fait immédiatement, c'est une part baisser le coût de l'énergie, donc ça a déjà un impact. Et puis 2, il a cherché à corriger un certain nombre de marchés, notamment le marché de la viande, parce que vous avez actuellement aux États-Unis un déficit de production de viande par rapport à la consommation du pays. C'est ce qui fait augmenter les coûts. Et là, il y a tout un paradoxe qui rentre en jeu. Parce que les Américains ont une capacité à produire, mais leur viande coûte plus cher. Et si vous voulez donner aux citoyens américains une viande moins chère, faut l'importer par exemple d'Argentine. Mais importer de la viande d'Argentine alors que vous êtes supposé soutenir les intérêts de vos propres citoyens, y compris les fermiers et les producteurs de viande, ça pose un problème politique. Et donc c'est toute l'équation que cherche à résoudre Donald Trump pour l'instant. En ce qui concerne l'inflation et pour conforter vos chiffres, c'est vrai qu'on est à 2,7. En décembre 25, on était à 2,7 sur les 12 mois écoulés. Exactement. Par contre, si vous prenez les 3 derniers mois de 2025, on est en rythme annuel à 1,6. Alors, il y a eu un shutdown, le gouvernement a fermé, si vous voulez, il y a eu cette joute politique fin octobre, courant novembre, autour du budget des États-Unis, justement, et le fait de fermer le gouvernement, ça ralentit quand même l'activité économique et ça fait tomber un petit peu les prix. Donc, cette baisse de l'inflation très très nette, elle peut s'expliquer par cela. Par contre, l'objectif de 2, il reste, je dirais, c'est pas seulement l'objectif de la Fed, c'est l'objectif de tout le monde. C'est-à-dire que les économistes vont vous dire que si l'inflation est inférieure ou égale à 2%, eh bien, le revenu réel augmente. Et on le sent. Alors que si elle est supérieure à cela, l'inflation mange vos gains de salaire ou autres et du coup, vous ne vous en rendez pas compte. Mais il est évident que le coût de la vie a considérablement augmenté aux États-Unis. Le coût des matières de première nécessité, vous avez évoqué donc la consommation. Il y a un autre élément qui est très très important, c'est les taux d'intérêt sur les emprunts, notamment les emprunts immobiliers. Il faut comprendre que les Américains veulent et les Américains sont propriétaires. Et quand vous prenez un crédit immobilier, c'est sur 30 ans. C'est rarement sur 10, c'est toujours très très long. Et c'est toujours des taux variables. Donc là, les taux d'intérêt aux États-Unis, sous Joe Biden, ils étaient montés à 7, 8 ou 9. Ils sont tombés à 3,5. Ils sont tombés à 3,5, c'est considérable. Et quand ça tombe de 9 à 3,5, ça veut dire que la mensualité des ménages américains, ils la voient baisser de mois en mois, et ça, c'est une compensation réelle. Donc il y avait un problème de pouvoir d'achat, et ça prend quelques temps de le résoudre, mais l'objectif de contrôler l'inflation, il est toujours là. Maintenant, il faut voir une chose, pour Donald Trump, l'inflation en soi n'est pas un objectif. L'objectif, c'est la croissance. Son pire ennemi, c'est la stagflation. C'est-à-dire cette idée où l'économie ne bouge pas et on a des prix qui augmentent mais on ne croit pas. Et là, le revenu réel diminue. L'absence de croissance. Voilà. Stagflation, c'est
Qu'est-ce qu'on dit en français? Stagnation. Stagnation et inflation. Oui. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est absence de croissance et de l'inflation. Absolument. Les prix augmentent et votre pouvoir d'achat diminue. Ça, c'est l'inverse de ce qu'il veut. Lui, il veut de la croissance. Et il veut de la croissance sans inflation pour que les prix augmentent. Mais il est prêt à tolérer une inflation, je dirais, acceptable à partir du moment où il y a quand même une croissance qui est toujours plus importante derrière. Donc, il y avait une réunion de la Réserve fédérale pas plus tard qu'hier. Et Jerome Powell, qui est toujours président pour quelques mois encore, a décidé de maintenir les taux à leur niveau actuel. Ils sont à 3,5 ou 3,25. Beaucoup espéraient que ça les baisse encore. Quand vous baissez les taux, vous relancez l'activité économique inévitablement et vous faites en sorte que, justement, certains ménages et le gouvernement, parce que le gouvernement américain, le budget des États-Unis, c'est un budget avec une dette de 36 000 milliards de dollars. Et je rappelle que le premier poste budgétaire aujourd'hui aux États-Unis, c'est l'intérêt de la dette, qui dépasse les 1000 milliards de dollars. Donc quand votre intérêt, ils sont à 7, ça vous coûte plus que s'ils sont à 3. Donc on va avoir déjà, là aussi, un certain allègement sur l'intérêt payé par la dette, ce qui va alléger le budget, ce qui va permettre également de dégager de l'argent pour d'autres choses. On a toute une mécanique qui est en train de se mettre en place et dont les effets ne sont pas pour l'instant toujours fait ressentir, mais pour moi, les États-Unis font ce qu'il faut faire pour avoir une économie à la fois performante et rémunératrice pour les ménages. La réindustrialisation maintenant, c'était l'un des grands thèmes de la campagne du candidat Trump, mais les droits de douane n'ont, semble-t-il, pas tout à fait pu enrayer la baisse d'emplois dans le secteur notamment manufacturier. On a compté 58 000 emplois perdus l'an dernier. Comment cette réindustrialisation est-elle mise en œuvre, outre les droits de douane ? Les droits de douane en font partie. Les droits de douane sont fondamentaux dans cette idée. Donc la réindustrialisation, elle passe par la réouverture du secteur de l'énergie. Je l'ai déjà dit en partie. Vous avez des usines de production de charbon qui avaient été interdites et qui vont réouvrir dans un certain nombre d'États. Et en général, ce ne sont pas forcément des États très riches. Donc c'est des États où dès que vous avez une activité économique qui progresse, il y a un impact immédiat sur cette population. Malheureusement, une réindustrialisation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et l'un des bénéfices de la politique tarifaire des États-Unis, j'en parlais un tout petit peu avant, mais on va y revenir, l'un des bénéfices, c'est d'inciter un certain nombre d'acteurs étrangers, de pays étrangers, de compagnies industrielles étrangères, de venir investir et construire des usines aux États-Unis. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est un boom de la construction, notamment un boom de la construction industrielle. Il y a un secteur de l'emploi qui progresse très très vite, c'est le secteur de la construction. Parce qu'on a besoin de gens, de main-d'œuvre, pour bâtir des murs, pour mettre de la plomberie, pour mettre de l'électricité, pour bâtir des usines, pour installer des choses. Une fois qu'elles seront bâties, on y mettra des travailleurs qui produiront des choses, qui auront un salaire. Donc ça va prendre un certain temps, mais cette réindustrialisation, elle est en cours. Après, le grand problème, c'est que c'est quelque chose qui doit se faire sur plusieurs années, voire sur plusieurs décennies. Et là, on dépasse le cadre du mandat de Donald Trump. Donc, est-ce que le président qui viendra après lui appliquera exactement la même politique ? Est-ce que tous ceux qui ont promis d'investir des milliers de milliards dans l'économie américaine tiendront leurs promesses ? Ça, c'est une incertitude. Tant que Trump est au pouvoir, tant que Trump est là, ces fonds vont venir. Et l'idée, c'est qu'il soit récupéré le plus vite possible et mis à contribution le plus vite possible. Mais là, vous avez une incertitude, malgré tout, sur le long terme. Et puis, dans cette volonté de réindustrialiser le pays, il y a cette politique fiscale favorisante pour les entreprises avec une baisse de l'impôt. Mais baisse de tous les impôts. Ça, c'est fondamental. C'est peut-être le succès économique numéro 1 de la première année du mandat de Donald Trump, c'est la fameuse loi One Big Beautiful Bill qui a été votée et signée le 4 juillet, jour de la fête de l'indépendance en 2025, parce que cette loi, elle pérennise des baisses d'impôts sur les ménages, des baisses d'impôts sur les entreprises, avec deux effets immédiats. Le premier, c'est que les ménages américains, là, au mois d'avril, c'est en avril qu'on déclare ses impôts aux États-Unis. Lorsqu'ils vont déclarer leurs impôts de l'année précédente, comme tout ça c'est toujours prélevé à la source, et que les impôts qu'ils ont payés en 2025 ont été payés avant que cette loi ne rentre en application, ils vont avoir un remboursement.
Là, ils vont le sentir, oui. Ils vont sentir 2, 3, 4, 5 000 $ qui vont tomber sur leur compte en banque parce que ce sera du trop perçu en 2025 puisque les impôts ont été calculés comme si cette loi n'allait pas passer alors qu'en fait elle est passée. Et ces impôts, cette baisse d'impôts, ils vont être pérennisés en 26 et en 27 et après. Donc ça, c'est une augmentation directe du revenu des ménages américains. Et puis l'autre effet, il se fait aussi sentir sur les entreprises. Parce que moins d'impôts sur les taxes du personnel, moins d'impôts sur le foncier, moins d'impôts sur les bénéfices, ça incite inévitablement les gens à investir et à produire. Donc cette loi fiscale, elle est tout bénéfice. Et pour moi, on pourrait dès 2026 assister à une forme de boom. Vous parliez des prévisions de la Fed, sachant que le chiffre du 4e trimestre 2025, 5,3 en rythme annuel, pour l'instant, il n'est pas confirmé, mais vous avez un certain nombre d'experts qui annoncent plus de 5% sur l'ensemble de l'année 2026, ce qui serait exceptionnel dans un contexte américain. Et puis cette promesse du président Trump, alors ça c'est du Trump tout craché, de donner un chèque de $2000 à certaines catégories d'Américains avec l'argent qu'il a encaissé avec ses droits de douane. Oui, alors il a déjà fait trois distributions d'argent. La première, à Noël, 1,3 million de militaires américains ont reçu un chèque de $1776. Chèque en anniversaire de la naissance des États-Unis qui sont nés en 1776, sachant qu'en 2026, on célèbre le 250e anniversaire de la naissance des États-Unis. Donc pour récompenser le sacrifice que tous les soldats américains font pour leur pays, Donald Trump leur a donné une prime de Noël de $1776. Argent prélevé sur les revenus douaniers. C'est la première chose. La deuxième chose, il a mis en place un système pour que toute famille ayant un enfant, un bébé, qui naisse aux États-Unis, reçoive $1000, à condition que ces $1000 soient mis sur un compte épargne. Un compte épargne qu'on ne peut pas toucher jusqu'à ce que l'enfant soit parvenu à sa majorité. Un compte épargne investi en actions et dans la bourse. Un compte épargne auquel peuvent s'associer les familles si elles souhaitent également donner de l'argent à cet enfant. Et dites-vous bien que lorsqu'on parle des intérêts cumulés sur une vingtaine d'années d'investissement, $1000 aujourd'hui, c'est $100 000 dans 20 ans. Ça paye des frais de scolarité, ça paye un acompte sur une maison, ça paye plus qu'une voiture, et c'est un argent qui est mis en tant qu'épargne au service de l'économie, qui sera donc réinvesti ailleurs. Pour moi, c'est une mesure qui est formidable, à laquelle d'ailleurs nos politiciens français devraient réfléchir. Si on veut relancer la natalité, c'est quand même une très très bonne chose. Et tout le monde est concerné. Quelque chose à l'économie. Il n'y a pas de si vous êtes trop riche, vous n'avez pas droit. Non, si vous avez un enfant, vous aurez droit à ça. Puis il y a une troisième chose, il y a une troisième façon dont cette somme, ces tarifs douaniers ont été réutilisés. La semaine dernière, Donald Trump a fait un cadeau aux fermiers américains de $12 milliards. Les fermiers américains ont été pénalisés par certains tarifs, notamment vis-à-vis de la Chine. Ils ont perdu l'accès à certains marchés. Voilà, exactement. Et donc, pour compenser ça, il a prélevé 12 milliards qu'il a redistribué à un certain nombre de personnes. Donc, il fait de la redistribution à sa façon également. Hein. Justement, sur le secteur de l'emploi, on a assisté à 3 baisses du taux de la Fed l'année dernière pour soutenir l'activité. Le taux de chômage termine l'année à 4,4%. Niveau le plus élevé depuis octobre 2021. On a l'an dernier seulement 584 000 création d'emplois contre 2 millions lors de la dernière année de Biden. Et puis on a aussi ces suppressions de postes qui ont été organisées par le DOGE. 277 000 postes dans l'emploi fédéral qui ont été supprimés. Ça représente 10% des effectifs. Comment le président et son administration gèrent-ils cette gestion du chômage ? Dans le chômage ou dans l'emploi, en fait, vous avez 2 types d'emplois. Et en France, on devrait également réfléchir, mais si on n'ose pas le dire. Un emploi public, c'est pas un emploi, c'est des impôts. Parce qu'un emploi public est payé par le revenu de tous les autres, prélevé, et qui va être redistribué à quelqu'un. Et un emploi public n'a pas une productivité immédiate. Un emploi privé,
Oui. Et l'emploi privé, il est payé par les bénéfices générés par l'emploi directement. Donc en effet, les chiffres de l'emploi, ils ne sont pas extraordinaires pour l'instant. Remarquons quand même que, même à 4,4, c'est un chômage qui reste bas. Et l'activité économique américaine, elle a toujours ce dynamisme qui fait que l'emploi ou le chômage explose rarement. Donc là, on est à 4,4, on était à 4,6 avant. En Californie, ils sont à 5,2 parce qu'il y a tout un tas de régulations qui font que l'emploi est plus difficile là-bas. Dans certains États, comme le Dakota du Sud, État qui justement produit de l'énergie, le chômage est à 1,6. Voilà, donc quand vous libérez un certain nombre de choses, eh bien ça se voit immédiatement sur l'emploi. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que les emplois qui ont été créés, ce sont des vrais emplois, qui sont tous des emplois dans le domaine privé, et puis deux, et c'est pas négligeable, ce sont des emplois qui vont aux Américains. Parce que souvenons-nous de l'administration Biden, c'est bien beau de dire qu'on a créé 2 millions d'emplois. Et au passage, le tiers étaient des emplois publics. C'était des emplois dans l'administration. Mais même sur ce restant, vous créez 1,3 million d'emplois dans le privé, mais quand vous laissez rentrer 2 millions de clandestins qui prennent ces emplois parce qu'il s'agit d'emplois non qualifiés, il n'y a aucun bénéfice pour la population et les ménages américains. Ça, c'est terminé. Le chiffre qu'il faut aussi souligner dans le cadre du chômage, c'est que vous avez 2,5 millions de clandestins qui ont quitté le pays en 2025. S'ils avaient un emploi, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre, manifestement. Ce sont des logements qui sont libérés aussi, parce que la crise du logement, elle était aussi une forme de pénurie, dans la mesure où vous avez des gens qui arrivent, il faut bien les mettre quelque part, et quand vous avez une compétition pour un logement, la première conséquence, c'est que le prix du loyer augmente inévitablement, donc vous avez une question de pouvoir d'achat qui se greffe là-dessus. Donc le chômage aux États-Unis aujourd'hui, il est en train, je dirais, de lentement incorporer, je dirais, le bénéfice des politiques de bon sens mises en place par justement l'administration Donald Trump, qui n'hésite pas au passage à renforcer ce chômage en licenciant des gens de l'administration, parce qu'encore une fois, un emploi public, c'est un emploi qui est payé par l'impôt, et quand vous avez un déficit budgétaire qui est de 1700 milliards de dollars, faire quelques économies sur quelques emplois publics, ça me paraît parfaitement justifié. Est-ce que les Américains, Gérald Olivier, comment perçoivent-ils ces suppressions d'emplois dans l'administration fédérale? Comment l'Américain du centre des États-Unis comprend cela? L'Américain moyen, il le comprend très bien, parce qu'il sait ce que c'est que de gérer un budget. Maintenant, si vous lisez les journaux, si vous lisez le New York Times, le bon père de famille, ou si vous écoutez certaines chaînes classiques, on va vous dire que Donald Trump, c'est l'ennemi de l'administration, c'est l'ennemi de tout le monde. Voilà, ouais. Exactement. Et on décrira moins l'objet d'ailleurs que la méthode. Parce que très souvent, et c'est assez brutal aux États-Unis, quand vous êtes licencié, ça peut se faire dans la journée. Au mieux, c'est dans les 15 jours. Parfois, c'est vous arrivez le matin et puis on vous dit « je suis désolé, t'as plus de travail », tu prends tes petites affaires et tu repars et puis c'est comme ça. Et vous avez derrière 3 mois d'assurance chômage, voire 6, rarement plus. Par contre, vous avez une économie qui est dynamique. Et d'ailleurs, il y a certaines études qui montrent déjà que sur les 277 000 emplois supprimés dans l'administration, on n'a pas, un an plus tard, 277 000 chômeurs en recherche d'un emploi. Vous avez énormément de ces gens qui ont déjà trouvé autre chose, et un emploi financé par le privé. Donc de leur point de vue, ils ne sont pas perdants. Par contre, il y a une réadaptation à faire. On n'a plus cette garantie de l'emploi qu'on peut avoir lorsqu'on travaille pour l'administration. Néanmoins, l'effet est bénéfique pour tous. Continuons un petit peu sur l'emploi. On voit les marchés, le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones qui ont battu des dizaines et des dizaines de records. Je voyais rien qu'en septembre, 57 records battus, mais on voit que cela ne semble pas bénéficier assez à l'emploi. Pourquoi ? À l'emploi, non, parce que en fait, la bourse, c'est un baromètre. C'est un baromètre de la confiance des investisseurs dans l'économie. Donc une bourse qui augmente, c'est quand même positif. Si les gens investissent en bourse et vous voyez des cours boursiers qui montent, c'est qu'il y a plus de gens qui veulent venir dans le marché que veulent en sortir, c'est qu'ils ont confiance dans l'avenir de ce marché. Donc une bourse au plus haut niveau, c'est toujours très bénéfique. Et puis je rappelle une chose, aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus flagrant qu'en France, tous les ménages, ou pratiquement tous les ménages, ont un portefeuille boursier.
Et toute l'épargne retraite, pas toute, mais une grande partie de l'épargne retraite des Américains, elle est sur des comptes qui sont bloqués pendant toutes leurs années de travail et qui sont investis en bourse. Donc quand vous avez une bourse qui progresse de 16%, de 19%, de 29% pour le Nasdaq en 2025, ça veut dire que les portefeuilles individuels de tous les Américains qui ont un compte retraite indexé sur ces index-là, eh bien il a également progressé de 30%. C'est considérable. Donc, une bourse en bonne santé, c'est bénéfique directement. Ce ne sont que des bénéfices sur le papier. Demain, ça peut retomber inévitablement. La bourse, ça monte, ça descend. Voilà, il y a des aléas. Les bénéfices n'ont pas forcément été pris à ce moment-là. Ils le seront lorsque ces gens prendront leur retraite et auront accès à cette épargne, qui au passage, d'ailleurs, ne sera pas taxée, dont les bénéfices ne seront pas taxés. Mais donc, une bourse, c'est un baromètre. Et si la bourse se porte bien et si la bourse reste optimiste, ça signifie qu'une majorité des acteurs économiques américains ont confiance dans le plan d'administration. On a assisté ces derniers jours, Gérald Olivier, à l'avancée de ces bateaux de guerre américains vers les côtes iraniennes. Comment justement les marchés réagissent-ils à ces menaces de Donald Trump pour forcer les Iraniens à signer un accord leur interdisant le nucléaire militaire ? Oui, vous parliez de la bourse. Si vous regardez sur les 10 derniers jours, elle stationne. Il n'y a pas de grand bond en avant. On est sur cette période un petit peu intermédiaire. On est dans le doute. Et le seul bénéfice concret pour l'économie américaine, si vous voulez, c'est que une planète pacifiée, c'est une planète qui est plus ouverte à la croissance économique. C'est là où la politique étrangère de Donald Trump, elle a aussi des retombées sur la politique intérieure. Vous avez un certain nombre de gens aux États-Unis, y compris au sein du mouvement MAGA, et puis pas mal d'adversaires de Donald Trump, qui soulignent qu'il s'investit beaucoup plus dans le monde qu'il n'avait dit qu'il ne le ferait. Il a fait la paix dans un certain nombre d'endroits, mais on l'a vu agir au Venezuela, on l'a vu agir en Iran. L'Iran est une puissance qui a, pendant 47 ans maintenant, déstabilisé l'ensemble du Proche-Orient. Il y a une chance aujourd'hui, elle est mince, mais elle existe. Il y a une chance de pacification dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Si le Hamas peut être désarmé, comme il doit l'être, puisque vous savez qu'il y a un plan de paix à Gaza avec 2 phases, il y en aura 3 et 4, mais il y avait les 2 phases du début. C'était libérer tous les otages, y compris ceux qui étaient décédés, de récupérer les corps. Tous les otages ont été libérés, tous les corps ont été récupérés. On rentre dans la phase 2, et la phase 2, elle passe par le désarmement du Hamas, 2, le retrait de tous les combattants qui ne veulent pas reprendre la vie civile et l'élimination pas physique, mais l'exil d'un certain nombre de leaders et la reconstruction de Gaza, orchestrée par ce fameux Conseil de la paix. J'aimerais qu'on revienne à l'économique, cher Gérald Olivier. Oui, mais justement, si vous parvenez à faire la paix à Gaza et à reconstruire cette région, ce sont des investissements. Ce sont des investissements des pays du Golfe, ce sont des investissements des États-Unis, ce sont des investissements qui auront une rentabilité. Donc il y a un bénéfice économique, même s'il est indirect. L'intelligence artificielle, le site de la Maison-Blanche fait état d'investissements à hauteur de 2 900 milliards de dollars. Vers quelle transformation de l'économie avec cette IA on se dirige ? Alors ça c'est fondamental, mais je vais être très très humble et je vais vous avouer que je ne suis pas sûr moi-même d'être capable d'en comprendre tous les effets. Mais si vous allez aux États-Unis, moi j'y étais encore avant Noël, l'intelligence artificielle elle est partout. Les taxis sans chauffeur, les bureaux sans personne, l'automation. L'intelligence artificielle, c'est la promesse d'un gain de productivité énorme et c'est la promesse, je dirais, d'une nouvelle capacité de croissance. On ne parle plus aux États-Unis aujourd'hui de l'industrie numérique comme on en parlait il y a 5 ou 10 ans. Ils sont en train de parler de l'informatique quantique, c'est une mathématique qui va encore plus loin, qui va encore plus vite, qui est encore plus puissante et qui donne des promesses de croissance. Le problème de l'intelligence artificielle, si vous voulez, c'est qu'elle permet de se passer des êtres humains. Et donc sur l'emploi, le bénéfice, il n'est pas du tout évident. Il permet des gains de productivité parce que vous travaillez beaucoup plus vite avec beaucoup moins de monde. Mais vous parliez du chômage, inévitablement, il y a un certain nombre d'emplois qui sont affectés par ça. Donc les études, pour l'instant, elles ne sont pas définitives. Mais moi, je lisais il y a quelque temps, justement, sur le bilan de l'intelligence artificielle sur les 3, 4, 5 dernières années, et on est au balbutiement de cette
intelligence artificielle, et on notait 2 millions d'emplois affectés. Ça ne veut pas dire supprimés, mais ça veut dire aménager. Peut-être certains ont été supprimés. Et pour l'instant, eh bien, l'intelligence artificielle, elle est plutôt en train de détruire des emplois. Et on n'a pas encore récupéré ce qu'on va créer grâce à l'intelligence artificielle. Oui, la destruction créatrice, la fameuse. On est dans ce schéma-là, et la destruction créatrice, ça passe par une forme de destruction. Par contre, pour la productivité future, être le maître de cette technologie, avoir une avance sur le reste du monde, c'est fondamental. Et l'un des objectifs de la politique économique de Donald Trump, c'est de maintenir l'avance que les Américains ont. Les Américains sont en retard sur un certain nombre de chips et de ce qu'on appelle des semi-conducteurs vis-à-vis de l'Asie, notamment de Taïwan, de la Corée, mais sur l'intelligence artificielle, ils sont largement en avance, et ça va leur apporter des gains de productivité énormes. Vous évoquiez la déréglementation au début de cette émission pour expliquer le taux de croissance impressionnant des États-Unis. Justement, l'administration Trump s'apprête à abroger le texte de Barack Obama de 2009 qui servait de base à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Donald Trump, qu'en pense-t-il ? Ah mais ça, il l'a dit, hein, il ne le cache pas, il pense que c'est la plus grosse arnaque du 21e siècle, et que la nouvelle donne verte qui en a découlé est la plus grosse arnaque, conséquence de celle-là. Il ne dit pas qu'il ne croit pas au réchauffement climatique, il constate les choses comme d'autres peuvent les constater. Par contre, ce qu'il condamne, c'était les politiques qu'on a cherché à mettre en place au nom de ce réchauffement climatique. Il faut bien comprendre que les politiques, notamment celles qui avaient été mises en place par Barack Obama, c'est une forme de redistribution de la richesse des pays industriels du Nord au bénéfice des pays industriels, des pays non industrialisés du Sud. Donc on appauvrit les Américains au nom d'un égalitarisme mondial en prenant pour prétexte le fait qu'il y aurait un réchauffement et que donc tout ce qui a fait la richesse des pays du Nord, il faut arrêter. Et il faut au contraire aller vers d'autres éléments qui nous permettront de, contrôler supposément les émissions de gaz à effet de serre et d'empêcher ce réchauffement, d'avoir le modèle scientifique du réchauffement climatique. Il est basé réchauffement climatique d'origine humaine. Oui, en plus, tout ça c'est basé sur des projections. Oui. D'accord ? Je rappelle que vous avez certaines personnes qui vous disent que, ils ne le disent plus, mais ils l'ont dit à une époque, le monde allait finir en 2032. Vous aviez à Davos la semaine dernière Al Gore. Je ne sais pas si les Français se souviennent de Albert Gore, mais Al Gore, c'était le vice-président de Bill Clinton dans les années 90. C'est celui qui a perdu l'élection présidentielle contre George Bush Jr. en 2000, avec cette fameuse joute en Floride où on a recompté 5 ou 6 fois les mandats. Mais ayant quitté la politique après cette défaite, Al Gore s'est lancé dans l'écologie. Qui s'était planté complètement. Quoi. Il a produit un livre, des documentaires et il a fait des dizaines de séminaires sur la planète en danger, et il a fait à l'époque un certain nombre de prédictions qui se sont absolument toutes avérées complètement fausses. Donc le point de vue général sur le réchauffement climatique, la façon de s'y attaquer ou de chercher à résoudre, elle a totalement changé. Et Donald Trump a parfaitement compris que vous aviez une machine politique, une machine idéologique qui cherchait à affaiblir les pays industriels au nom justement de cette politique pour protéger l'environnement. Et il entend ne pas en être victime. Allez en Allemagne aujourd'hui et regardez les conséquences de la transition écologique mise en place par Madame Merkel sur l'industrie et l'économie allemande. C'est terrible. Et c'est terminé pour eux. Ils vont revenir en arrière. Et je pense que les Européens également. Donald Trump, lui, il n'a jamais été question d'aller dans ce sens-là. Donc, l'accord de Paris, il en est sorti le premier jour. Il a fallu quelque temps pour que la paperasse se fasse et qu'il quitte véritablement cet accord. Les États-Unis, aujourd'hui, sont officiellement en dehors du fameux accord de Paris de 2015. Mais continuer d'éliminer un certain nombre de normes qui avaient été mises en place, ça fait partie de son programme pour relancer l'industrie américaine. On a compris tout au long de cette émission que le président Trump avait commencé à lancer tout un tas de choses dans son économie et dont il commence à percevoir les fruits. Est-ce que, Gérald Olivier, vous croyez au pari que lance Donald Trump de revenir à l'âge d'or, un âge d'or des États-Unis, et cela, il faut que ça se matérialise avant le 3 novembre prochain? Oui, alors, j'y crois
Oui, j'y crois. Je suis pas sûr d'y croire avant le 3 novembre. C'est là où c'est très très difficile. Le temps économique n'est pas forcément le même que le temps politique. C'est là où il y a une certaine difficulté. Après, on peut redéfinir l'âge d'or. Qu'est-ce que c'était exactement l'âge d'or? Mais en vérité, si on regarde l'histoire des États-Unis, vous avez notamment à partir de la Seconde Guerre mondiale un pays où le plein emploi est pratiquement permanent, où vous avez une véritable croissance du revenu, où vous avez des générations qui progressent l'une sur l'autre, c'est-à-dire que les enfants sont capables de faire mieux que leurs parents. Ça, ce modèle-là, il a été cassé. Il a été cassé à partir de la fin des années 90, à partir de l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce et de la désindustrialisation des États-Unis. Donc, est-ce que les résultats se feront sentir avant novembre? Je l'espère, parce que c'est essentiel sur le plan politique. Vous avez utilisé le mot pari, et c'est exactement le pari de Donald Trump. Le pari de Donald Trump, c'est que les électeurs américains se rendent compte des bénéfices de sa politique et maintiennent les républicains au pouvoir à travers une majorité au Congrès. Sachant que si les effets ne se vont pas sentir et que les républicains perdent leur majorité, eh bien les démocrates, eux, prendront un malin plaisir à bloquer toutes les initiatives de Donald Trump, puisqu'ils n'ont absolument pas le même programme. Maintenant, pour comprendre le fond des choses, c'est quand même très très simple, parce que les États-Unis sont un pays fondamentalement capitaliste. Et le capitalisme est une machine à produire. C'est une machine à produire de la croissance, c'est une machine à produire du revenu, c'est une machine à soulever tous les bateaux, même si certains montent plus haut que d'autres. Simplement, au nom des inégalités que le capitalisme peut engendrer, on le rejette. Alors que le socialisme, en fait, c'est une machine à appauvrir tout le monde. Donc là, la politique de Donald Trump, c'est une politique de bon sens. Et on peut ne pas aimer le personnage, on peut ne pas aimer la méthode, on peut ne pas aimer la façon qu'il a de traiter ses partenaires, mais on ne peut quand même pas ignorer la réalité, les fondements qu'il est en train de mettre en place, et on sait que ça fonctionne. Merci Gérald Olivier d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe et que vous avez présenté déjà plusieurs de vos ouvrages sur nos plateaux et que vous pouvez retrouver sur la boutique de TV Liberté. Tout de suite après cet entretien, vous pouvez retrouver la chronique économique et financière de Philippe Béchade. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Le système est en train de craquer ». Ah voilà un titre facile, un titre destiné à faire trembler dans les chaumières. Eh bien cette fois-ci, il n'y a effectivement aucune volonté de faire du spectaculaire, du sensationnel. Je devrais même dire que ce titre est même en deçà de la réalité. Alors, qu'est-ce qui est en train de craquer? Eh bien, trois choses à la fois. Le système financier, le marché des matières premières et malheureusement également le système démocratique. Alors, je vais commencer par les marchés financiers. Il ne vous aura pas échappé qu'on observe sur les devises une volatilité paroxystique depuis quelques jours, avec un dollar qui a pu perdre 4,5% en 48 heures face au yen, 3,8% face à l'euro. On a un franc suisse qui a même gagné jusqu'à 3% face au dollar en quelques heures seulement. Le franc suisse, c'est vraiment, on va dire, le refuge ultime. Donc là, quand le Forex commence à s'agiter, ça veut dire qu'il y a déjà des mouvements tectoniques qui ont affecté les fondamentaux de l'économie et les taux d'intérêt. Voilà. Eh bien, les taux d'intérêt, il faut y venir. Là aussi, c'est en train de craquer. Enfin, c'est surtout les banques centrales qui ont craqué. Elles ont perdu le contrôle de la partie longue de la courbe des taux.
La Banque centrale du Japon a été la première à perdre le contrôle le 6 août 2024. Ça ne date pas d'hier, ça remonte évidemment à un peu plus de 18 mois. Les taux longs japonais ont repris plus de 300 points en l'espace de 2 ans. C'est la plus forte hausse depuis la fin des années 80. Ça bouleverse totalement le fonctionnement du système financier qui était basé sur des emprunts en yens à taux zéro pour aller placer de l'argent ensuite sur des émissions obligataires plus rémunératrices. N'importe lesquelles d'ailleurs, puisqu'il n'y avait que le Japon qui offrait des taux zéro. En plus, on vendait du yen à découvert pour acheter d'autres devises, donc on se garantissait que la devise dans laquelle on empruntait risquait en plus de ça de baisser. Double bénéfice, plus de rendement et on rembourse en monnaie de singe. C'était parfait. Eh bien, ce système-là n'existe plus. Nous avons des taux longs japonais qui flirtent avec les 4%. 4% contre 0,60, je crois, fin 2020. Des taux comparables maintenant à ce qu'on observe aux États-Unis et en Europe. Donc la corne d'abondance des taux nuls japonais a disparu. Et de proche en proche, les banques centrales perdent le contrôle de la partie longue. Après la Banque centrale du Japon, c'est la Federal Reserve. Alors pour l'instant, elle s'arc-boute. Elle essaye d'empêcher le 30 ans de passer la barre des 5. Mais on est à 4,90 et depuis plusieurs semaines déjà. Alors que la Fed a baissé par 3 fois les taux et pourrait le faire 2 fois de plus cette année. Rien n'y fait. Les taux longs restent obstinément proches de leur plus haut depuis 2 ans. Quant à la BCE, pour l'instant, elle tient. Les taux longs restent en dessous de 3% sur le Bund. Et puis alors la bonne nouvelle, ah oui quand même, il faut que je ponctue cette chronique d'une bonne nouvelle. Eh bien figurez-vous que le spread OAT Bund, c'est-à-dire la différence de coût de refinancement de la dette française et allemande, eh bien cette différence s'est soudain contractée de 83 à 53 points. Oui, figurez-vous que la France, malgré les déficits qu'elle va probablement dévoiler dans quelques mois pour 2026, eh bien la France emprunte de nouveau dans les mêmes conditions qu'avant la dissolution de mai 2024. Alors là, c'est le petit miracle. Ouais, mais c'est bien le seul. Parce qu'une autre dislocation, celle-là ne nous a certainement pas échappé, est en train de s'accélérer. Il s'agit de celle des marchés des matières premières. Voilà, on est à presque 70% de hausse sur l'argent depuis le 1er janvier, après pratiquement 200% de hausse en 2025, avec des écarts quotidiens qui atteignent maintenant 6, 7, 8%. Oui, rendez-vous compte, c'est 3 fois, on va dire ce qu'on appelle la déviation standard. Les traders sont habitués à une volatilité où lorsque l'argent perd ou gagne 3%, alors là on se dit c'est déjà quelque chose qui devient compliqué à gérer. Eh bien figurez-vous que durant certaines séances, on a vu jusqu'à 11-12% de variation. Alors on ne les a jamais vus sur 24 heures, mais on a vu quand même des écarts de 7 à 8% sur 24 heures, ce qui est déjà supérieur de 2,5 fois aux périodes les plus volatiles sur l'argent. Bon, la raison, c'est que l'argent physique a disparu. Ça fait des années que nous annonçons qu'il y a une pénurie d'argent et que les cours ont été supprimés délibérément par des grandes institutions qui manipulent les cours avec des contrats à terme. La même chose est en train de se produire sur l'or qui a passé donc les 5500 puis les 5600 dollars l'once. Et puis de proche en proche, vous avez le cuivre qui va exploser les 14 000 $ la tonne. Et puis le dernier signal d'une grande nervosité des marchés, eh bien c'est le baril de pétrole qui vient de passer en une semaine de 61 à 70 $, je parle là du Brent, c'est celui qu'on met dans le réservoir de nos voitures, une fois transformé en essence ou en diesel. Et le WTI américain est passé de 57 à presque 67. Voilà, une hausse de 15% en une semaine. Il y a évidemment là-dessous probablement des anticipations de chaos géopolitique.
D'ailleurs, on ne sait pas du tout ce qu'il va advenir de l'enlèvement de M. Maduro le 3 janvier dernier. Qu'est-ce que ça va donner géopolitiquement ? On a déjà en fait une réponse chinoise. Alors eux, ils font pas des moulinets, ils portent pas des lunettes d'aviateur et ils disent pas, vous allez voir, les Américains ne comprennent que le langage de la force. Non, les Chinois, eux, tout simplement, ils arrêtent d'exporter de l'argent. Les Américains sont cuits. Enfin, en tout cas, l'industrie de l'armement, sans les terres rares chinoises et sans l'argent, ça va pas forcément bien se passer. Voilà donc la dislocation des devises, des marchés de taux, des matières premières. Ça, c'est quelque chose qui concerne votre patrimoine. Mais maintenant, il y a aussi la dislocation de la démocratie, avec en France et avec en Europe, d'ici la fin de l'année, peut-être l'obligation de s'enregistrer auprès d'une base d'identité numérique. En France, ça a été fait là, en 3 semaines, incroyable, une loi soi-disant destinée à protéger les mineurs, qui ne le sont absolument pas. Par exemple, lorsqu'ils sont, à la charge de la DAS, on connaît tous le sort terrible de jeunes qui basculent dans la prostitution, l'État ne les protège absolument pas. Il faut protéger les jeunes, leur interdire d'aller sur les réseaux, ce qui signifie en fait que tout le monde doit s'enregistrer pour démontrer qu'on a plus de 15 ans. Une loi qui a été conçue, votée en l'espace de 3 semaines, comme s'il y avait une urgence civilisationnelle ou un danger pour la patrie, alors que depuis 10 ans qu'on sait qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions de fausses cartes vitales, on n'a toujours pas d'outils législatifs pour les identifier, les éradiquer. En ce qui concerne les mineurs isolés, on pourrait là aussi distinguer les vrais des faux mineurs isolés. On a aussi les moyens de le faire. Et enfin, les OQTF, et notamment ceux qui ont commis des délits, qui ont donc une obligation de quitter le territoire, on ne s'est pas doté non plus d'un arsenal législatif pour les suivre, les identifier comme un adolescent de plus de 15 ans, alors que eux sont souvent des délinquants et ils sont dans la nature et on se refuse la capacité de les tracer, par exemple, avec un bracelet électronique. Donc là, on peut le dire, la démocratie ou la liberté d'expression est menacée, est en train de se disloquer, mais tout le reste le fait en même temps. Donc mon titre n'était pas du tout exagéré. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt.